Je vous propose un moment d'expertise ici au JAS de La Rochelle avec Antoine Mercier. Bonjour. Vous êtes expert directeur scientifique, notamment chez Protéines XTC. Avec vous, nous allons nous intéresser aux enjeux de l'information des consommateurs sur la composition des produits. Alors, évidemment, nous avons tous envie de bien manger, mais comment faire quand on se sent souvent inondé d'informations? Bonjour. Alors, effectivement, c'est une question intéressante parce que on est effectivement bombardé, inondé d'informations, mais en même temps, c'est une attente très forte du consommateur. En moyenne, dans le monde, 8 consommateurs sur 10, pas uniquement en France, hein, partout dans le monde, souhaitent disposer d'informations sur ce qu'ils mangent. Il y a différentes raisons pour ça. Un, il a bien compris que son alimentation pouvait avoir un impact sur sa santé, donc il veut prendre soin de lui. Et puis deux, il y a quelques crises qui l'ont aussi un peu alerté sur ces aspects-là, et donc il a envie d'en savoir plus. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que si on ne lui donne pas l'information, il ira la chercher. C'est pour ça qu'on observe un succès considérable des tiers de confiance qui lui proposent ces informations. Oui, voilà. Mais va-t-il trouver l'information? C'est-à-dire qu'en effet, si on ne vient pas vers lui, il va la chercher. C'est quand même pas simple. Alors, c'est de plus en plus simple pour lui parce que se sont développés, déjà les réseaux sociaux l'informent beaucoup sur ces sujets-là. On sait que les tiers de confiance qu'il utilise, c'est son entourage, les réseaux, mais aussi toutes ces applications qui sont apparues ces dernières années, qui l'aident à choisir. On les voit en magasin avec les applications, leur téléphone, leur smartphone, chercher une information sur le produit. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qu'il pourra trouver. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est que c'est de l'information qu'on lui donne, mais qui ne viennent pas obligatoirement des marques. Donc qui certaines sont plus ou moins robustes, plus ou moins fiables. Donc ça pose vraiment une question de la bonne information à délivrer aux consommateurs. Du coup, quels sont nos outils à disposition? Les outils, certains distributeurs et industriels les développent avec leurs propres outils, leurs propres applications. On peut éventuellement s'en méfier, en fait, quand on est juge et partie. Alors on peut effectivement considérer ça. Maintenant, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ne pas délivrer la bonne information. Il y a des informations qui sont très difficiles à formaliser de manière très simple pour le consommateur. Il y a des origines de produits qui peuvent varier pour de bonnes raisons, parce que l'approvisionnement change, parce que la qualité requise n'est pas obligatoirement toujours homogène en fonction des fournisseurs. C'est très très complexe. Maintenant, le consommateur veut l'information, il faut lui donner. Et aujourd'hui, la réglementation l'a aussi compris, puisque l'Europe statuera en 2022 sur 2 informations complémentaires nouvelles qui existent déjà dans certains pays. C'est le Nutri-Score, l'information nutritionnelle complémentaire. Le Nutri-Score est candidat. Et puis l'information environnementale, où là, il y a d'autres candidats, d'autres scores, l'éco-score, le Planet Score. Donc on peut se poser la question de cette cacophonie qu'on perçoit, qu'on craint. L'avenir nous le dira. En tout cas, vous pensez quoi, vous, du Nutri-Score, par exemple? Le Nutri-Score, il a aujourd'hui une histoire, une validité scientifique qui le propulse comme un candidat vraiment crédible sur l'information nutritionnelle complémentaire. Il a certainement quelques petits défauts qui seront possiblement améliorés. Il ne plaît pas à tout le monde, mais s'il en reste un, on le voit comme un bon candidat. Ok, c'est vrai que souvent on pointe du doigt les paradoxes de produits qui a priori nous semblent pas bons pour la santé et qui sont très bien notés. Ma conviction personnelle, c'est plus facile de le critiquer que de le défendre. Mais c'est vrai que si on en reste à sa mission première, qui est de pouvoir comparer des produits d'une même catégorie, il a un intérêt. J'espère vraiment que sa vocation d'améliorer l'alimentation de tout le monde portera ses fruits. On ne l'a pas encore parfaitement vérifié, mais je souhaite que les promoteurs du Nutri-Score puissent vérifier ce bénéfice qu'il apportera à la population. Et puis c'est ça aussi, c'est que l'information, elle oblige aussi les entreprises de l'agroalimentaire, elle les contraint, elle leur fait parfois changer de recette. Ça les contraint. Il y a des informations sur lesquelles on peut se poser la question, est-ce que c'est une information bonne à dire? Est-ce qu'on ne créera pas plus d'anxiété, d'incompréhension à donner une information de manière simple, parce qu'elle devra l'être très simple, plutôt que de ne pas la donner? À la question, toute information est-elle bonne à dire?
Je ne suis pas certain que ce soit le cas en matière d'alimentation, dans la mesure où on se rend compte que dans une pub, sur un emballage, on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas faire la pédagogie de la fabrication d'un produit, l'origine de tous ces ingrédients. C'est, je pense, sans beaucoup aller plus jusqu'à trop de pédagogie, c'est vrai que le consommateur aujourd'hui, il a envie de tout savoir sur ce qu'il consomme. Il veut tout savoir de manière instantanée. Et ça, c'est un paradoxe qu'on aura du mal à offrir, je le pense, mais toutes ces initiatives et toutes ces études d'impact nous aideront à voir dans quelle direction on peut aller dans l'intérêt de tout le monde, des industriels, des distributeurs comme du consommateur. Quelles sont selon vous les vérifications de base à faire sur les aliments? Alors, il y a plein d'informations qui, moi, me sont très utiles. J'ai l'impression qu'il y a déjà plein de choses sur un emballage. La vraie difficulté, c'est est-ce que le consommateur moyen, que je ne suis pas, est en capacité de la décrypter, de la décortiquer, mais la composition nutritionnelle y est. On a remplacé les lipides par matière grasse pour l'aider à comprendre. On a remplacé les glucides par sucre pour l'aider aussi à comprendre. Il y a la liste des ingrédients, mais ce n'est pas obligatoirement le consommateur que c'est par ordre décroissant d'importance dans le produit. Donc il y a plein d'informations qui sont sur l'emballage, mais ce n'est pas toujours facile pour le consommateur. Il n'a pas toujours le temps de le faire. Après, il y a les services consommateurs qui sont là pour les renseigner. Et de plus en plus, ils sont sollicités par les consommateurs auprès des industriels. Il y a beaucoup d'industriels et distributeurs qui avaient confié le soin à des structures, leurs services consommateurs. Aujourd'hui, ils en sont revenus parce qu'ils ont bien compris, et c'est logique, que c'est la marque et c'est même les collaborateurs qui sont les mieux placés pour parler de leurs produits. Est-ce que vous diriez que dans cette confusion, les consommateurs ont tendance à se diriger vers, par exemple, les produits bio? Alors, les produits bio, c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps un très bon indicateur pour le consommateur. Enfin, ça l'est toujours. C'est un indicateur de santé. Pour le consommateur, bio égale santé, égale moins de pesticides, etc. Depuis que se sont développées d'autres promesses, bénéfices en lien avec le mode d'agriculture, le local, le sans résidus de pesticides, par exemple, il a perdu finalement en précision par rapport au label bio. C'est-à-dire que le label bio, finalement, est parfaitement connu, parfaitement identifié, le plus connu des labels. Maintenant, il est rentré en concurrence avec des promesses qui sont encore plus précises que ce label, que cette feuille verte ou que ce logo AB, et qui viennent clairement mettre un peu en difficulté le label bio. Aujourd'hui, derrière le label bio, il y a des cahiers des charges qui sont très pointus sur le bien-être animal pour les produits animaux, sur les conditions d'élevage, etc., que ne soupçonne pas le consommateur. Probablement que le label bio n'a pas anticipé cette concurrence et n'a pas décrit tout ce qu'il y a derrière le label bio. Et aujourd'hui, si le consommateur se détourne, c'est surtout parce qu'il y a eu une autre offre, d'autres promesses qui lui ont été proposées. Merci beaucoup pour votre expertise, Antoine Mercier. Merci à vous.